Salut tout le monde, Salut les amis. bienvenue sur La Charnière pour la dernière vidéo des Awards de la saison 2024-2025. Et comme vous le savez, on termine avec la Ligue 1. Cette fois, c'est à moi de commencer à vous présenter mes awards et ainsi qu'à Quentin. Alors je vous les affiche maintenant, elles apparaissent. Voilà, mes awards de Ligue 1 pour cette saison. Alors, meilleur joueur, forcément j'ai mis Ousmane Dembélé. Parce qu'il a complètement explosé. Même s'il est bon, disons... Enfin, il est bon. Il a des stats incroyables qu'une demi-saison, si on regarde réellement. C'est à partir de son repositionnement, en fait. À partir de son repositionnement dans l'axe, en 9, qu'il a vraiment commencé à marquer. Je me souviens du mois de janvier où il y a 2-3 matchs de suite. Il y a 2 matchs de suite, je crois, où il met triplé. Ouais. Et ensuite, il enchaîne. Et en Ligue 1. Ouais, voilà. Donc voilà, 21 buts, 6 passes D en 20 titularisations. 29 matchs en tout. Donc c'est juste énorme. Si on regarde tous ces matchs, hein, on sait que c'est à partir, comme je le disais, à partir de janvier, là, le 1er janvier. En novembre, là, on se souvient de ces matchs un peu compliqués. Là, il marque 2 buts, c'est à partir de là, 12 janvier. Là, il marque. Et puis ensuite, ça fait que de s'enchaîner. Ici, il marque là, triplé. Voilà. Doublé. Ouais, donc il marque énormément. Puis au-delà de ça, en fait, c'est vraiment il aurait pu aussi convenir à la case surprise de la saison, hein, parce que c'est un joueur qu'on connaissait comme vraiment frustrant, qui était dans la finition, ratait beaucoup. Et là, on a l'impression que c'est vraiment le profil de neuf tueur, même son but, je pense à son but à l'Emirates contre Arsenal, où vraiment il est dans une position vraiment pas préférentielle du tout, et il arrive à la caser poteau rentrant. Et puis au-delà de ça, Dembélé, il a vraiment porté ce Paris Saint-Germain à la victoire en Ligue des Champions, mais pour revenir à la Ligue 1, ils ont roulé sur la Ligue 1. Dommage qu'ils n'arrivent pas à finir la saison invaincus. Ils étaient pas loin de le faire, à 2 journées de la fin, il me semble. Donc dommage, mais sinon Dembélé, saison monstrueuse, et ça me paraissait logique de le mettre dans cette case de meilleur joueur de Ligue 1. Ouais, ça s'entend parfaitement, mais moi je vais te poser une question même. Ouais. Depuis quand on n'a pas vu un faux neuf comme ça, un replacement en faux neuf, autant performant? Je te dirais depuis Messi. Ouais. Hein. Depuis Messi en 2009. Je pense que depuis Messi, on n'a pas vu ça. Ouais. Comme tu dis, Dembélé, il coche beaucoup de cases aussi. La surprise, peut-être même le meilleur dribbleur. Enfin. Ouais. Dembélé, c'est waouh. Qui pouvait s'attendre à ça? Un peu à la manière d'un Rafinha, mais presque encore plus. Tout simplement parce que lui, aujourd'hui, c'est le candidat au Ballon d'Or numéro 1. Ouais. Complètement. Avec Yamal, forcément, il y a le débat. Ouais. Mais Ousmane, statistiquement, c'est exceptionnel. Au niveau du jeu aussi, son impact dans le jeu, il court. On l'a montré le brief en finale de Ligue des Champions. Voilà, il a vraiment, en fait, j'ai l'impression permis à Luis Enrique de réaliser tous ses fantasmes tactiques et de pouvoir finalement donner cet équilibre au Paris Saint-Germain qu'ils n'avaient pas en début de saison. Ousmane Dembélé était extrêmement décrié, comme l'ensemble du collectif parisien, parce qu'il avait son manque de finition, parce qu'au niveau de l'attitude, c'était toujours pas ça. Un joueur qui a eu 28 ans cette année et qui savait toujours pas garder ses nerfs. On se rappelle notamment de son rouge à l'Allianz Arena qui coûte cher au Paris Saint-Germain. Et voilà, au moment où on pensait que Ousmane serait ce joueur qui ne progresserait peut-être jamais, il claque la meilleure saison de sa carrière et de loin. Et ça augure en tout cas du très très bon pour la suite, parce que je pense que cette fois il a vraiment changé de dimension ce joueur. Clairement. Donc j'entends parfaitement le meilleur joueur. C'est logique, c'est assez logique, un peu comme Rafinha en Liga, je dirais. Si je passe à mon pire flop, j'ai mis Neal Maupay, parce que, alors c'est un peu particulier, lui j'ai un peu un feeling particulier. Il faut savoir que lors de la saison, je pense que c'était il y a 2 ans, la saison 2022-2023, où Brighton accroche la Ligue des Champions, Neal Maupay jouait à Brighton. L'Europa League, c'était, Neal Maupay jouait à Brighton qui était sous Roberto De Zerbi, qui pratiquait un football incroyable, Mitoma qui était au prime de sa carrière, etc. Tous les joueurs étaient très très forts, et moi je le vois débarquer à l'OM, je me dis, sacré numéro 9, recrue phare de Marseille, même s'ils avaient déjà Gouiri en pointe. Je me dis, Gouiri, il va finir sur le banc, c'est dommage, un joueur prometteur français qui vient de Rennes comme ça, qui passe le step d'aller à Marseille, un club qui se bat pour la Ligue des Champions chaque année, etc. Et finalement, Maupay, j'ai été vraiment déçu. Il a fait plus de live TikTok qu'il a marqué de buts, je pense, cette saison. Il a mis 4 buts en 22 matchs. Enfin, 13 titularisations. Et à l'inverse, Gouiri, très bonne saison. Et à l'inverse, Gouiri, qui a d'ailleurs marqué le but qui a été élu le plus beau, sa reprise acrobatique, ce bicyclette. Donc Neal Maupay, j'ai été pas mal déçu, parce que normalement, on dit souvent, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat, la Ligue 1, c'est le pire championnat des 5 majeurs. Je me suis dit, un attaquant comme ça, français, qui connaît la France en plus. Qui est censé être à son prime, 28 ans. Qui est censé être à son prime, qui performait en Première Ligue, un championnat bien rugueux, bien physique, dur comme ça.
Il débarque en Ligue 1, je me suis dit, il va se régaler. Ouais, bah finalement, même pas. Et du coup, étant donné que c'est un joueur que je suivais pas mal quand il était à Brighton, j'avais pas mal d'attentes à ce niveau-là. Et il m'a pas mal déçu, c'est pour ça que je l'ai mis en pire flop, c'est parce que le joueur, j'avais des attentes, et puis il a pas répondu présent, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en pire flop. Je sais pas si toi, t'avais autre chose à dire sur Neil Maupay, si t'as un peu suivi sa saison, mais voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, Marseille, c'est souvent ça. Il y a une sorte d'instabilité, franchement, à tous les postes. On voit tellement de changements. Il y avait Alexis Sanchez, ça marchait super bien. Après, il y a eu Aubameyang. En fait, il y a tellement peu de continuité. J'ai l'impression qu'on ramène toujours ces profils qui ont un peu fait leur nom ailleurs. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et là, en l'occurrence, ça a vraiment pas marché avec Neil Maupay. Ouais. Donc, moi, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que Marseille, c'est un peu l'équipe des extrêmes comme ça. Il y a du très bon et du très mauvais. Ouais, on se souvient Aubameyang que ça marchait du tonnerre, hein. Mais on se souvient de... Ouais, mais même dans l'équipe de cette année, je dis. Ah, dans l'équipe de... Ouais. Deuxième au final, ce qui est un très bon résultat, parce que de toute façon, Paris était intouchable cette saison. Ouais. Mais il y a vraiment du très bon et du très mauvais en tout cas. Ouais, c'est clair. La surprise, j'ai mis Micah Biereth. Micah Biereth parce que il m'a un peu choqué. Il a mis 2 ou 3 triplés en Ligue 1, il me semble, cette saison. Ce qui est quand même rare. Normalement, c'est un attaquant, enfin, c'est les attaquants qui mettent qui ont de la continuité dans leur saison, comme Dembélé, qui marque 1-2 buts par match, etc. Il a mis que 13 buts en 16 matchs, alors c'est déjà exceptionnel, hein, sachant qu'il est arrivé cet hiver. Mais moi, ce qui m'avait choqué, c'était ces triplés. Bon, là, c'était plus tôt dans la saison, mais je me souviens qu'il arrive comme ça, un attaquant un peu longiligne, comme ça, grand, 1m87, un Danois. Honnêtement, je ne savais même pas où il jouait avant, mais on peut le voir Sturm Graz là, donc il fait un saut à Monaco, qui est quand même une top équipe de Ligue 1. Un saut pas facile, je pense, quand on joue au Sturm Graz, qui était, bon, certes champion d'Autriche en titre, mais bon, quand même, c'est pas le même niveau. Il joue la Ligue des Champions, il joue avec Monaco en Ligue 1, etc. Monaco qui réalise une saison, allez, disons, classique, avec des hauts et des bas, voilà. Il se qualifie quand même, finalement, pour la Ligue des Champions, ils finissent 3ème, juste devant Nice et Lille. Mais voilà, Micah Biereth qui clairement a explosé tout sur 6 mois comme ça, avoir une adaptation autant rapide et mettre sur une demi-saison comme ça 13 buts et 2 passes D en Ligue 1, il est presque décisif une fois par match finalement. Il est venu faire pas mal d'ombre à notre Suisse, Brel Mbolo quand même. Donc voilà, Micah Biereth, ça a été vraiment pour moi la surprise de cette saison en Ligue 1, et puis je hâte de voir où peut s'arrêter ce jeune buteur de 22 ans, danois. Faut dire que le Danemark, ils ont des sacrés attaquants entre Højlund, même si sa forme en ce moment n'est vraiment pas top, mais entre lui, il y a Højlund, ils ont Christensen toujours, Eriksen en soutien de ses attaquants, ouais, donc ils ont toujours un peu des générations de numéro 9 comme ça qui performaient pas mal en Europe, donc voilà, Micah Biereth, c'est ma surprise de la saison. Je trouve qu'il coche bien la catégorie surprise, parce que je pense que je fais partie de ces gens, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas avant qu'il arrive à Monaco. Et je me rappelle justement, comme tu dis, ces triplés là, d'un coup je vois un mec qui met des triplés comme ça à Monaco, c'est qui ce gars? Et effectivement, il venait de signer, et voilà, il coche très très bien la case surprise pour le coup. Ouais, Football IQ maintenant, bon, Vitinha, que dire de Vitinha? Honnêtement, ça, je pense que avec Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain cette saison, à voir un peu après au niveau des sensibilités. Et Kimmich, les trois, aussi, ouais. Vraiment. Mais voilà, Vitinha est tellement intelligent sur le terrain. On avait détaillé le doublé de Désiré Doué contre l'Inter, où c'est lui qui fait tout le travail avant, il joue le coup franc, il se démarque, il casse la ligne, une première fois par la passe, ensuite par sa course sur Dembélé, voilà. Mais pour revenir à la Ligue 1, il a été constant toute la saison en Ligue 1, malgré le fait que la première partie de saison n'ait pas été très très forte, disons. Mais pour l'avoir vu jouer à l'Allianz Arena, c'est vraiment ce qui nous a choqué. Même à 10 contre 11, le Paris Saint-Germain, après le rouge de Dembélé, Vitinha, vraiment, malgré le pressing du Bayern, etc., il ne perdait pas un ballon. C'était vraiment impressionnant. Puis pour un numéro 6, avoir mis quand même ses 5 buts, voilà, on sait que c'est le tireur de pénalty attitré du Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais sinon un milieu tellement complet, si on voit son radar, que ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose, c'est comme Pedri, voilà, mais lui encore plus avec l'aspect défensif. Non, mais ouais, même pas tant que ça en fait. Au niveau des passes. Ça, même au niveau des passes, ouais, il est juste exceptionnel. Et puis c'est vraiment le nouveau métronome du Paris Saint-Germain. On entendait souvent cette phrase par les supporters du PSG, on n'a jamais réussi à remplacer Thiago Motta en 6. Souvent, Verratti ne faisait pas l'unanimité, etc. Là, je pense que Paris Saint-Germain, pour le coup, avoir ce joueur-là, Vitinha, qui a seulement 25 ans, mais qui est déjà tellement fort, ils ont peut-être leur milieu de terrain pour les 10 prochaines années, quoi. Et en complément de João Neves. En plus, João Neves. C'est que... Ouais. Voilà, la doublette portugaise, ça a été un des piliers du succès du Paris Saint-Germain cette année, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, Vitinha,
Je peux que être d'accord avec toi, moi c'est un de mes joueurs préférés. Il est fantastique, balle au pied. Je pense que sur la saison, c'est le meilleur milieu de terrain. Ouais. En plus, voilà, il vient conclure sur une semaine, c'est qu'il prend la LDC et la Ligue des Nations. En plus, il a pris tous les titres possibles. Il fait le triplé avec Paris. Ouais. Bah, c'est vraiment peut-être le joueur le plus important. Enfin, il y en a beaucoup au PSG, on parle souvent de 11 stars, mais lui, ça c'en est quand même une sacrée de stars. Ouais, c'est clair. Et puis pour finir, meilleur dribbleur, alors j'ai mis Cherki, il réalise enfin une bonne saison, j'ai envie de dire, avec l'OM. Saison complète en fait. Voilà, c'est ça, souvent un joueur très frustrant, on le connaissait déjà Cherki, on savait son talent, même quand il avait encore 16 ans, etc. On en entendait déjà parler, c'était un de ces joueurs très précoces. On parlait du gars le plus talentueux de l'académie de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Exactement, ouais. Et enfin cette saison, il a su être efficace. Meilleur passeur en Ligue 1. Meilleur passeur en Ligue 1, il est presque 20 fois décisif en 30 matchs, en 22 titularisations, donc une saison top. On voit là à Lyon, depuis 2019, il avait marqué 29 buts. Il y en a 8, c'est juste cette saison. Donc presque un tiers depuis les 6 dernières années, c'est juste cette saison, donc ça montre un peu le palier qu'il a franchi. Et il a été récompensé, on a eu, il n'y a pas encore l'officialisation, mais Fabrizio Romano a lancé le Here We Go, donc voilà, 35 millions à Manchester City, à voir ce que Guardiola arrivera à en faire, mais il y a moyen que ça devienne un sacré monstre. C'est un scam de fou furieux. Hein. Ouais, clairement. Se mentir, 35 millions quand on voit sa rentrée aussi contre l'Espagne en Ligue des Nations. Exactement, ouais. Et puis l'OL qui réalise une saison, elle est pas top, mais lui pour le coup a vraiment surnagé. Hein. L'OL qui... Ils ont quand même su faire preuve de résilience, parce que c'était pas gagné d'aller chercher cette 6ème place. On verra comment ça se passe devant la DNCG. Oui, c'est ça, c'est un peu le problème. Et mais normalement ça devrait être forcé de le vendre. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que sauver Lyon d'une relégation. Je crois qu'il devait rentrer sur les 6 derniers mois une somme comme 200 millions. Ils en avaient déjà remboursé, je crois, 160. Ils avaient besoin d'encore faire quelques ventes. Donc je pense que normalement Lyon devrait s'en sortir avec la vente. En tout cas, Ryan laisse un beau cadeau derrière lui, une très belle saison et un petit chèque qui permettra à Lyon de pouvoir continuer au plus haut échelon du football français. Normalement, c'est heureusement ça. Maintenant, à voir. Hein. Maintenant, ils vont devoir jouer avec la Conférence et la Ligue 1, donc sur 2 tableaux. Ils perdent Cherki, ils perdent Lacazette en fin de contrat aussi. À voir comment Lyon va pouvoir se reconstruire. Almada était en prêt seulement. Donc voilà. Mais Cherki, meilleur dribbleur parce que c'est sa qualité première. Il a les 2 pieds, il a la vision de jeu. On a vu, c'est un joueur qui peut avoir tout, mais il était tellement inconstant jusqu'à maintenant. Mais pour le coup, cette saison, il a été constant, il a marqué, il a fait marquer aussi. Et puis dans les dribbles, il a souvent été efficace et c'est ce qui lui manquait vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans meilleur dribbleur. Il aurait pu être dans la surprise, il aurait pu être dans d'autres catégories, football IQ aussi. Mais voilà, Ryan Cherki, meilleur dribbleur, je pense que ça lui correspondait pas mal. Et puis maintenant, tout bon pour lui, pour la suite à City, il va jouer la Ligue des Champions, etc. Donc voilà. Je vais te laisser gentiment passer sur tes awards à toi. Mais avec grand plaisir. Donc je te laisse me présenter tout ça, let's go. C'est parti les gars. Alors, quelques joueurs de différents. Encore une fois. Ah ouais, ok. Et à des catégories intéressantes. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, meilleur joueur, t'as plus choisi. Voilà. Le meilleur joueur. Encore une fois, petit disclaimer. Les amis, nous, on parle que de football sur cette chaîne. On n'est pas un tribunal, tout ça. Je ne note pas l'être humain que Mason Greenwood est. Évidemment, on parle vraiment du footeux qu'il est. Et rien à dire. Quelle saison pour Mason Greenwood, l'attaquant anglais. Il pouvait y avoir bien des doutes, franchement, parce qu'il vient de Retafe, on sait, il n'a pas joué au foot pendant un moment. Il arrive en Ligue 1 et il porte l'Olympique de Marseille, un club où il y a énormément de pression. Il arrive enfin à les faire retourner en Ligue des Champions après une année, voire 2, il me semble, où il ne la joue pas. Et statistiquement, il n'y a rien à dire. 21 buts, 5 passes décisives. C'est le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé. Et son apport dans le jeu, Mason Greenwood, franchement, c'est un top joueur. Moi, je serais pas surpris. Après, c'est à voir comment ça va justement se goupiller avec ses affaires extrasportives. En fait, elles sont derrière lui. Là, il a été jugé. Mais le problème, c'est que c'est resté. On sent en Angleterre, j'avais vu des interviews. Ils en parlent pas. C'est ça. Pour lui, il n'existe plus. Parce que Greenwood n'existe plus. Là, franchement, avec la saison qu'il fait, tous les jours, si on parle du footballeur, il mérite d'aller en sélection. Oui, complètement. Mais après, il y a de la concurrence au poste d'ailier droit, mais quand même, ou au moins de faire un step dans un club qui a plus d'importance que Marseille. Je dis, là, avec une saison comme ça, il pourrait retrouver un club encore plus haut, etc. Mais on sent que malgré le fait que ces affaires-là les charges aient été abandonnées, etc., la réputation qui s'est créée à cause de son histoire, ça lui colle à la peau, et probablement que ça lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais, c'est clair. Mais voilà, pour parler de la saison qu'il fait, exceptionnel, Greenwood. Il lead vraiment cette attaque marseillaise avec Amine Gouiri. Il a été constant il a marqué dans vraiment. En fait, il n'a pas eu de trou, j'ai l'impression. Il a été vraiment bon sur l'ensemble de la saison, Mason Greenwood. Donc pour moi, il mérite ce titre. En plus, j'ai envie de changer par rapport à Ousmane Dembélé, qui pour moi était surtout très fort en Ligue des Champions. Je trouve. En Ligue 1, on s'entend, il finit meilleur buteur, il fait son taf.
Mais voilà, Greenwood pour moi c'est le joueur qui m'a vraiment marqué cette année. À l'inverse, le pire flop. TJ Savanier. Un vieux de la vieille en ligne. Ouais. TJ Savanier. Alors, d'après les avis que j'ai pu lire de mes amis montpelliérains, à l'image de toute l'équipe, c'était une catastrophe. Ouais, bon, après. Montpellier, cette année, je pense que si on va voir le classement de la Ligue 1, tout est dit. On finisse bon dernier. Bon, ils finissent dernier vraiment largement pour le coup. Ils finissent avec, je crois, 10 points au moins de retard. Hein, 14 points de retard sur Saint-Etienne. C'est dommage, et TJ Savanier, c'est quand même un milieu établi à ce niveau-là en Ligue 1. Enfin, franchement, un des tout meilleurs milieux de Ligue 1, il y a encore de cela quelques années. Et transfert raté à Montpellier, il n'a pas su prendre cette place en fait qu'il devait prendre au milieu de terrain, même si je pense que c'est loin d'être le seul, c'est tout un collectif. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'était vraiment une très grosse déception. 2 buts, 5 passes D. Il y a une époque, quand il jouait à Nîmes, où il était quand même vachement plus buteur. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre Savanier. J'avais aussi d'autres noms quand même qui me sont venus, notamment à l'Olympique de Marseille. J'avais pensé à Neil Maupay également. Mais après, moi je trouve que en fait il y avait un tel écart entre le Paris Saint-Germain où tout le monde a performé et le reste des équipes que finalement des joueurs, on va dire un petit peu plus connus, qui ont fait des très mauvaises saisons, il n'y en a pas un qui m'est spécialement sorti de la tête comme ça. J'avais pensé à Gonzalo Ramos aussi, mais est-ce que c'est vraiment... S'il avait joué, tu vois, peut-être que... Ouais, mais en plus, au moment où je m'informe, je regarde les stats de Gonzalo Ramos, je me suis dit, il a pas joué, compliqué Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain cette saison, il a très peu joué, et en fait, on regarde ses stats, il a été 13 fois décisif, en 12 titularisations, donc Non, sur ça, moi, Gonzalo, c'est un très bon attaquant. Ouais, complètement. Donc, on passe à la catégorie suivante. La surprise. Alors là, par contre, j'ai mis un Désiré Désiré Doué, forcément. Désiré Doué. Pourquoi la surprise ? Parce que c'est devenu un des meilleurs joueurs du monde, quasiment. En l'espace d'une saison, c'était vraiment un prospect. Quand il signe à Paris, on sait qu'il était entre le Bayern et Paris, ça parlait d'une somme autour des 50 millions, mais quand il arrive à Paris, très compliqué pour Désiré Doué. Il joue presque pas. Il joue pas. Et moi j'ai souvenir justement du match où on a été voir Bayern PSG à l'Allianz Arena, Paris en difficulté et Désiré Doué ne rentre même pas. C'est Kangin qui rentre à sa place même à la fin du match. Donc c'était vraiment pas dit. J'avais même vu des rumeurs de prêt, voire de départ à l'hiver. Ça se passait mal pour Désiré Doué et finalement il a su se faire sa place au fur et à mesure de la saison pour devenir patient, un joueur incontournable. Évidemment en Ligue des Champions, tout le monde a vu sa finale exceptionnelle, il claque un doublé, mais également en Ligue 1. Il a peu à peu pris la place de Bradley Barcola et il offre, comme on l'a dit, et c'est ça qui fait aussi le succès de ce PSG, une option différente dans la construction du jeu. Désiré Doué c'est vraiment ce dribbleur. Il aurait pu d'ailleurs très bien rentrer dans la case meilleur dribbleur, clairement. Mais pour moi c'est la surprise en fait, c'est la surprise parce que je pensais pas qu'il était si fort. Seulement 19 ans, il vient du Stade Rennais, on sait que le Stade Rennais il sort beaucoup de gros joueurs. Mais je m'attendais vraiment pas à voir Désiré Doué prendre une trajectoire comme ça cette saison, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Complètement, on voit 12 fois décisif en 18 matchs, enfin 18 titularisations. Pour un ailier un peu au profil dribbleur comme ça, petits espaces, un peu à l'image d'un Cherki finalement. C'est très bien, c'est très bon pour une première saison d'un joueur qui a seulement 19 ans, faut pas l'oublier. Désiré Doué, clairement, j'ai réfléchi, je voulais le mettre aussi dans une des cases, j'ai réfléchi à meilleur dribbleur, mais pour moi, meilleur dribbleur, c'était vraiment la qualité de Ryan Cherki, donc je me suis dit, je peux pas le mettre dans cette case-là. Ensuite, la surprise, clairement. Et je suis content que tu l'aies mis, comme ça on n'a pas 2 fois le même joueur. Mais on peut parler de joueurs différents, c'est parfait, Quoique il y aura des limites, parce que les 2 derniers, je vais faire assez court, étant donné qu'on a les mêmes, mais des fois il y a des évidences comme ça. Comme j'ai dit, Vitinha pour le Football IQ, parce que pour moi c'est un joueur qui représente parfaitement cette catégorie, milieu de terrain portugais, très petit, technique, qui sait tout faire avec un ballon. Il nous a fait rêver, comme je l'ai dit, pour moi certainement le meilleur milieu de terrain sur la saison. Et Ryan Cherki en meilleur dribbleur, parce que si on prend les stats avancées, c'est un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Je me demande si en termes de radar... J'ai regardé et j'allais mettre aussi 2 noms. Une petite liste complémentaire de joueurs auxquels j'ai pensé, qui ressortent également dans les stats. C'est Moses Simon de Nantes. Qui est aussi un très bon dribbleur et qui joue dans le championnat de France depuis longtemps. Et un joueur qui m'a vraiment choqué aussi en le voyant, c'est Malik Fofana de Lyon. Oui, c'est juste lui, il a un super dribbleur. Il est 90e centile, donc dans le top 10%, voilà. C'est sûrement par la qualité de passe qui se démarque le plus, et en termes d'assists, on a pris les meilleurs passeurs de Ligue 1, c'est logique. Après, quand on voit les noms à qui il est comparé, c'est logique aussi. Mais la Ligue 1 a de bons dribbleurs, franchement. On est sur la Ligue des talents et...
Et pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Bah voilà, Cherki, après, on connaît, hein, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure. Même si ça a pris le temps, hein. C'est bien que ça arrive, qu'il arrive à maturation maintenant. Ouais. Puis il est encore jeune, hein. Franchement, il est 21 ans. Il a 21 ans, ouais, c'est ça. Donc, ouais, à voir ce qu'il va donner maintenant à City, en espérant qu'il soit pas trop bridé par le jeu de possession, de position aussi de Guardiola. Qu'il aura un peu cette liberté, un peu à l'image d'un Jérémy Doku, de quand même pouvoir dribbler. Pas que ça... Donc, ouais, à voir. Mais en tout cas, ouais, très belle les awards de Ligue 1. En tout cas, on avait peut-être des joueurs un peu différents, mis à part les 2 dernières cases, donc c'est cool. Ça vient terminer en tout cas cette série sur les awards des 5 grands championnats. On espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on va commencer directement une nouvelle série, les Mercato idéaux. On sait que ça plaît toujours à l'intersaison de savoir un peu ce qu'on pense des clubs, comment devraient-ils se renforcer avec les quelques officialisations qui ont déjà eu lieu. Mais avant de vous quitter et de vous dire à une prochaine pour une prochaine vidéo, il y a encore Quentin qui a une unpopular à me partager, à vous partager également, donc je t'écoute. Alors, je vais dire que pour moi, les 2 latéraux du Paris Saint-Germain, que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes, c'est la meilleure paire de latéraux de la décennie. De la décennie 2020 ? De la décennie 2020, oui. Okay. Ça veut dire que depuis, si on prend Kimmich Davis, si on prend Carvajal Marcelo, ça soit à cette table pour moi. Ok. Je vois pas de... En tout cas, il n'y en a pas une qui m'a marqué toutes ces dernières années. Trent Robertson non plus. Ouais, c'est dans la même catégorie. Ok. Mais en tout cas, meilleur que celle des 4-5 dernières années, du coup, depuis le début des années 2020. Ok, ça s'entend complètement. Eh ben écoute, bonne unpopular, dites-nous ce que vous en pensez, si effectivement Hakimi et Nuno Mendes, qui ont quand même, il faut le dire, crevé l'écran cette saison, sont la meilleure paire de latéraux qu'on a vu depuis ces 5 dernières années. Mais en attendant, on vous dit à très bientôt pour la première vidéo, un mercato idéal. Et puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe. Ciao les gars. Allez, bisous.